Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le groupe MAPAR interpelle la communauté internationale. Le MAPAR exhorte cette dernière à réagir face aux violations flagrantes de la Constitution et des droits de l'homme perpétrées par le régime actuel. L'ancien ambassadeur de l'OIF au sein de l'Union européenne critique le sommet de la francophonie accueilli récemment par Madagascar. Le balai des autocars qui a repris ce matin en Syrie, des dizaines de bus affrétés par Damas ont commencé à évacuer les civils d'Idleb. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorir, Québec Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, le groupe MAPAR interpelle la communauté internationale. Le MAPAR exhorte cette dernière à réagir face aux violations flagrantes de la Constitution et des droits de l'homme perpétrés par le régime actuel. Il réclame ainsi la libération de l'ancien ministre Augustin Ndiamananour, dont le procès aura lieu demain. Reportage de Muramanch. Face au non-respect des droits de l'homme et de la Constitution perpétrés par le régime actuel et face à l'acharnement de ce dernier contre les partis d'opposition, les députés issus du groupe MAPAR ont décidé d'interpeller la communauté internationale. Ils exhortent les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne à se pencher sur la situation à Madagascar. Nous avons décidé de rencontrer les responsables auprès du PNUD pour tirer la sonnette d'alarme, pour leur faire connaître tous les cas qui prouvent que la loi et la Constitution sont foulées aux pieds. Nous leur avons également rapporté l'acharnement du régime à l'encontre du groupe MAPAR. Les députés MAPAR affirment que toutes les accusations portées contre l'ancien ministre Augustin Ndiamananour ne sont pas fondées. Ils souhaitent ainsi que ce dernier soit acquitté à l'issue du procès qui aura lieu demain. Nous nous attendons à ce qu'il soit relâché parce que toutes les accusations portées à son encontre ne sont pas fondées. L'arrestation d'Augustin Ndiamananour a surpris l'opinion étant donné qu'il était le directeur de campagne de Erazonarmampian lors de l'élection présidentielle de 2013. Avant cela, il était tous deux ministres durant la transition. L'acharnement du régime contre cet homme qui a pourtant contribué à la victoire de l'actuel chef de l'État est depuis quelques jours très critiqué, et surtout que son arrestation avait eu lieu en plein enterrement. Après les interpellations faites par la société civile, les syndicats, les chefs d'église et maintenant les élus MAPAR, la réaction de la communauté internationale est très attendue. L'ancien ministre de l'Environnement, Antelme Rimparen, a été hospitalisé d'urgence dans un établissement hospitalier de la capitale. Jusqu'à maintenant, l'hôpital où il se trouve demeure inconnu, ainsi que les raisons de son hospitalisation.
Quoi qu'il en soit, les rumeurs circulent comme quoi il a été la cible d'un empoisonnement lors d'une tournée en région le week-end dernier. S'il s'avère que c'est la vérité, pourquoi un tel dessein? Il est à rappeler qu'Anthelme Rin-Paran est tristement célèbre suite à l'affaire des 30 000 rondins de bois de rose saisis à Singapour et dont l'affaire se trouve toujours entre les mains de la justice singapourienne. L'ambassadeur de France, Véronique Voulant, a rendu aujourd'hui visite à Augustin Djamananour, qui est détenu provisoirement à la prison d'Intanmour. Le respect des droits de l'homme et la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale auraient été au centre de leur discussion. Notons qu'outre ses pairs au sein du MAPAR, cette ancienne également du soutien des habitants de Soumaman qui s'opposent à l'exploitation aurifère menée par des Chinois dans cette localité. Ces derniers démentent les informations selon lesquelles Augustin Djamananour les avait incités à descendre dans les rues le 22 septembre dernier. Ils réclament eux aussi la libération de cet ancien ministre, faute de quoi ils durciront leurs revendications. Sur notre sujet, l'ancien ambassadeur de l'OIF au sein de l'Union européenne critique le sommet de la francophonie accueilli récemment par Madagascar. Selon lui, ce sommet a battu le record historique de faible participation, étant donné que seuls 20 chefs d'État et de gouvernement y étaient présents. Tout de suite les détails. Il est temps de recentrer l'action de l'OIF sur les enjeux du français dans le monde, selon Xavier Michel, ancien ambassadeur de l'OIF au sein de l'Union européenne. Cet ex-fonctionnaire qui a assumé de nombreuses fonctions dans la francophonie depuis 30 ans estime qu'avec seulement 20 chefs d'État et de gouvernement, le dernier sommet a battu un record historique de faible participation. Tout cela alors que le nombre de membres de l'OIF vient de passer de 80 à 84. On a fait davantage en matière d'adhésion que d'engagement véritable, dit-il. On croyait pouvoir miser sur l'élection de Michaël Jean au secrétariat général de l'OIF, mais il est bien difficile de trouver un agenda francophone dans les textes du 16e sommet de l'OIF qui s'est tenu à Madagascar. Xavier Michel participait lundi à Paris à un colloque intitulé « Quel avenir pour la francophonie ?» L'assemblée organisée par la fondation Res Publica est animée par l'ancien ministre socialiste Jean-Pierre Chevènement, réunissait près d'une centaine de participants. 2 semaines après le sommet d'Antananarive, plusieurs panélistes ont souligné le peu d'intérêt porté à la langue française. Xavier Michel souligne que sur les 64 pages de la résolution finale de Madagascar, une seule s'intéressait à cette question. Sur les 13 résolutions adoptées à Antananarive, une seule portait sur le français, dit-il. Selon lui, l'OIF peine à trouver sa vocation. Il a en outre affirmé que l'intervention la plus remarquée lors du dernier sommet de l'OIF fut celle du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Malheureusement, dit-il, elle ne portait pas sur l'avenir du français et de la francophonie, mais sur les femmes et les LGBT. Pour cet ancien fonctionnaire qui se passionne pour la francophonie depuis les années 1980, il importe de refonder la francophonie autour de sa mission principale. L'ancienne rectrice de l'agence universitaire de la francophonie, Michèle Gendreau-Massalouf, s'étonne elle aussi de n'avoir jamais entendu 2 chefs d'État, membres de l'OIF, demander qu'on augmente les budgets destinés à la formation des professeurs de français en Afrique. Spécialiste de la culture ibérique, Michèle Gendreau-Massalouf rappelle que selon la plupart des études, c'est de cette action que dépendra l'avenir du français en Afrique et probablement dans le monde. Toujours la même excuse. Selon la JIRAMA, la période d'étiage est à l'origine des délestages de ces derniers jours. Ce problème est en cours de résolution selon le directeur général de cette société. Pour certains abonnés, la fin du sommet de la francophonie rime avec le retour des délestages. Reportage de Lily Rabiat. Les coupures d'électricité qui prévalent actuellement résultent des problèmes liés à la météo et à l'approvisionnement en carburant selon le directeur général de la JIRAMA. D'après ce dernier, la JIRAMA ne devrait pas être la seule à solutionner ce problème. En réponse aux directives du Premier ministre concernant la résolution du problème du délestage, le directeur général de la JIRAMA a affirmé que cela ne tardera pas. Sur 3 groupes, un seul est fonctionnel car la pression de l'eau n'arrive pas à faire tourner les turbines. Si on a besoin d'un débit de 50 mètres cubes par seconde pour obtenir une puissance de 93 MW à la centrale d'Andekalek, nous n'en disposons que de 17 mètres cubes par seconde à l'heure actuelle. Le problème du changement climatique est une affaire qui concerne tout le monde, pas uniquement la JIRAMA. Sur les 300 millions d'arrières de subventions octroyés par l'État à la JIRAMA, 85% sont consacrés à l'achat de carburant. Aujourd'hui, cette société affirme que la période d'étiage est un des problèmes majeurs auxquels elle doit faire face. Pour certains abonnés, la saison sèche a commencé depuis plusieurs mois et l'État a toujours trouvé des solutions. Alors pourquoi la situation s'est-elle dégradée aujourd'hui ?
Nous sommes actuellement à la veille des fêtes. Il ne devrait pas y avoir de délestage comme lors du sommet de la francophonie. La situation ne s'est pas améliorée d'un iota. On est obligé de vivre avec le délestage jusqu'à ce qu'il trouve une solution. D'autres abonnés affirment que les délestages sont de retour après le sommet de la francophonie. Des délestages qui ne devraient pas avoir lieu si la Jirama et les compagnies de fourniture d'électricité respectent les contrats qu'elles ont signés. Le volume des exportations de litchi a chuté cette année pour Madagascar. La campagne précoce en est la principale cause. Ainsi, l'offre n'arrivait pas à satisfaire la demande. Malgré cela, les pays européens continuent d'apprécier le litchi de Madagascar. Le litchi, dont le goût s'est amélioré cette année comparé à l'année dernière. La France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie sont les principaux clients de Madagascar en litchi. Mais la demande demeure plus forte en Allemagne. En effet, les Allemands apprécient beaucoup la qualité du litchi malagasy. Au niveau du marché international, le prix du kilo du litchi se situe entre 15 000 et 24 000 ariars, un prix qui est resté quasiment le même comparé à la saison précédente. Décentralisation, quel transfert de ressources? Tel est l'intitulé du dernier communiqué que le CFAFI a sorti le 17 décembre dernier. Un communiqué dans lequel il dénonce la non-effectivité du processus de décentralisation dans le pays. L'État n'honore pas ses engagements, précise le CFAFI. Plusieurs communes n'ont pas encore reçu la totalité des subventions de fonctionnement. En outre, le renouvellement des responsables auprès de Fouktan n'est toujours pas effectué. La maîtrise des ressources destinées aux investissements dans les communes échappe à ces dernières et revient au pouvoir central. Par le biais des districts qui relèvent de la décentralisation, souligne le CFAFI. Selon lui, l'émergence des régions comme collectivités territoriales décentralisées intermédiaires constitue une solution et il serait souhaitable que leur mise en place se fasse par élection directe. Sur le plan international, l'ambassadeur de Russie en Turquie, Andrei Karlov, a succombé à ses blessures après une attaque armée à Ankara, rapportent plusieurs médias russes et turcs. L'attaque a eu lieu alors qu'il inaugurait une exposition d'art dans la capitale turque. D'invités et l'ambassadeur russe était en fait sur le point de commencer son discours. L'agresseur se trouvait derrière lui, derrière donc l'ambassadeur. Il serait arrivé à entrer, à pénétrer dans le bâtiment en se faisant passer pour un policier et des témoins expliquent en fait avoir pris l'homme, l'assaillant, pour l'un des gardes du corps de l'ambassadeur qui en réalité n'en avait pas. L'homme aurait ensuite demandé à tout le monde de sortir avant de continuer à tirer sur l'ambassadeur qui était déjà à terre et s'en est suivi ensuite une opération des forces spéciales turques qui sont arrivées rapidement sur les lieux. C'est une opération qui a duré quelques minutes et l'assaillant a été neutralisé. L'ambassadeur de Russie serait très gravement blessé selon les dernières informations et transporté dans un hôpital d'Ankara. C'était apparemment le cas, selon toujours plusieurs témoins. L'agresseur aurait prononcé des mots sur Alep et sur la responsabilité de la Russie dans les bombardements. Ce sont bien évidemment des informations qu'on va prendre avec beaucoup de précaution. On va attendre que les autorités turques confirment cela. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs est déjà sur place, donc on s'attend à ce qu'il donne une conférence de presse dans les prochaines minutes ou dans le courant de la soirée. Mais ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que c'est vraiment le choc. Ankara, les relations, on le sait, étaient arrivées presque à un point de rupture l'année dernière. Elles commençaient à s'améliorer, en tout cas se sont améliorées depuis quelques mois. Et comme dans toutes les relations diplomatiques, le pays hôte, entre guillemets, est responsable de la sécurité des diplomates. Donc la Turquie était directement responsable de la sécurité de cet ambassadeur. Et il y a eu vraisemblablement une faille et ça risque d'avoir des conséquences dans les relations entre les deux pays, d'autant plus que ça intervient la veille d'une réunion tripartite entre les ministères des Affaires étrangères russes, iraniens et turcs. Et c'est une réunion qui avait pour thème Alep et qui devait se tenir à Moscou, qui doit en tout cas se tenir à Moscou, dans la mesure où on ne sait toujours pas si elle va être maintenue ou non. Toujours dans l'actualité internationale, le balai des autocars qui a repris ce matin en Syrie. Des dizaines de bus affrétés par Damas ont commencé à évacuer les civils d'Idleb, mais aussi d'Alep Est. Selon la Turquie, 12 000 Syriens auraient déjà quitté la deuxième ville de Syrie. Reportage de France 24. Des bus qui roulent en direction d'Alep Est. Leur but, continuer l'évacuation de cette partie de la ville. Ces dernières heures, plusieurs milliers de personnes ont été déplacées. Elles sont arrivées à Al-Rashidine, 2 kilomètres au nord de Damas. Elles sont arrivées à Al-Rashidine,
une localité tenue par les insurgés. L'évacuation d'Alapest a pu reprendre, celle de Foua et Kefraya aussi. Les opérations autour de ces 3 localités sont liées. En effet, permettre le déplacement des habitants de ces 2 villages chiites de la province d'Idlib est une condition sine qua non pour que l'Iran accepte le sauvetage des civils encore présents à Alapest. Ce matin, des bus ont donc quitté Fouya et Kefraya, avec à leur bord des milliers de personnes. Hier dans l'après-midi, certains bus en direction de ces 2 localités avaient été attaqués et brûlés par une vingtaine d'hommes armés. Un conducteur aurait été tué. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe djihadiste Fateh al-Sham, l'ancien Front al-Nosra, branche d'Al-Qaïda en Syrie, ou bien l'influent groupe rebelle Ahrar al-Sham pourrait être derrière cette attaque. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le groupe Mapar interpelle la communauté internationale. Le Mapar exhorte cette dernière à réagir face aux violations flagrantes de la Constitution et des droits de l'homme perpétrées par le régime actuel. L'ancien ministre de l'Environnement, Antelme Rimparane, a été hospitalisé d'urgence dans un établissement hospitalier de la capitale. Et enfin, le balai des autocars qui a repris ce matin. En Syrie, des dizaines de bus affrétés par Damas ont commencé à évacuer les civils d'Idlib. Voilà qui clôture notre journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir et bonne suite de programme. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.